Le premier matin à Abuja se leva doucement, le ciel d'un bleu pâle, promesse de chaleur. Addis se tenait à la fenêtre de la maison d'hôte où elle séjournait, la ville s'étendant à perte de vue tel un immense puzzle qu'elle n'avait pas encore commencé à reconstituer. Les rues bourdonnaient faiblement, les klaxons lointains résonnant comme des souvenirs lointains qu'elle apprenait encore à démêler. Elle serra son pendentif en bois usé, celui qu'Ifini avait sculpté de ses mains sûres, et prit une profonde inspiration. Ce n'était pas seulement une nouvelle ville. C'était un tout nouveau monde. Lorsqu'elle avait quitté son pensionnat, elle pensait que le plus dur était derrière elle. Elle avait survécu à la cruauté de son foyer, lutté pour sa voix et gagné un peu de paix. Mais ici, dans la capitale, la bataille était différente. Il n'y avait pas de visage familier auquel s'accrocher, pas de sentier tranquille du village où arpentait Ifini ou Memarifima. Juste l'effervescence incessante de la vie citadine et le poids de ses propres doutes qui pesaient sur elle. Le premier défi survint avant le petit déjeuner. Le programme de la journée prévoyait une visite au centre de conférences littéraires pour la jeunesse, un grand bâtiment de verre reflétant le soleil matinal comme un phare. Le cœur d'Addis battait fort en entrant, les sols cirés s'étendant à perte de vue. Le bourdonnement des conversations, le claquement des claviers et l'odeur du papier frais emplissaient l'air. Au bureau d'inscription, une jeune femme au regard perçant sourit chaleureusement. « Vous devez être Addis », dit-elle en parcourant sa liste. « Bienvenue. Nous sommes si heureux que vous soyez là. » Addis hocha la tête, mais ses mots résonnèrent comme un murmure dans la tempête. Elle essaya de se calmer, mais le doute la tenaillait. Et si elle n'était pas à la hauteur? Et si la ville l'engloutit? La journée se déroula dans un tourbillon de discours, d'ateliers et de réunions. Addis, assise dans une salle bondée, écoutait des auteurs célèbres parler de la recherche de sa voix, de l'écriture comme résistance, d'histoires qui ont changé des vies. Chaque mot réveillait en elle quelque chose, l'espoir, la peur, la détermination. Pendant une pause, elle se dirigea vers un coin tranquille où les étagères se courbaient comme de douces vagues. Elle prit un carnet usé que quelqu'un avait laissé sur une table et le feuilleta. Les pages étaient remplies d'une poésie brute et désordonnée, des fragments d'âme répandus sur le papier. « Comme tu vois » demanda une voix. Addis se retourna et vit un jeune homme debout à proximité, le regard bienveillant derrière des lunettes rondes. Il portait une chemise simple et tenait sous le bras un journal relié en cuir. « Je m'appelle Shima », dit-il en lui tendant la main. « Je suis bénévole à la conférence et aussi écrivain. » Addis lui serra la main, ressentant une étincelle de connexion. « J'aime le désordre », dit-elle en désignant le carnet d'un signe de tête. « Ça a l'air réel. » Shima sourit. « C'est là tout l'intérêt. Le réel est ce qui reste. La perfection n'est que du blabla. » Pour la première fois depuis des jours, Addis rit. Son rire était doux et timide, mais il semblait comme un fil conducteur qui la rattachait à ce nouveau monde. Au cours des heures qui suivirent, elles parlèrent d'histoire, de souffrance et de rêves. Shima a partagé ses propres difficultés face aux attentes familiales, et comment il a su concilier tradition et ambition. Addis s'est ouverte à des choses qu'elle n'avait jamais osées auparavant. Plus tard, elle s'est assise seule sur un banc dehors, regardant le soleil se coucher derrière les toits de la ville. Son téléphone vibra, un message d'Ifini. Il avait envoyé une photo de son dernier dessin, une esquisse d'une fille marchant vers l'horizon. Elle sourit et répondit « Continue à dessiner. » Moi aussi, j'apprends à marcher. Ce soir-là, dans le calme de sa chambre, Addis sortit son carnet. Elle y écrivit non seulement sur la conférence, mais aussi sur la peur et l'espoir, sur la corde raide entre le passé et l'avenir. Ses paroles se déversèrent comme une rivière qui finit par franchir un barrage. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un courage nouveau. La ville était encore vaste et inconnue, mais elle ne ressemblait plus à une prison. C'était un lieu pour grandir, se battre et, peut-être un jour, guérir. Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre le groupe de la conférence pour une visite de la ville, elle se murmura « Ce n'est que le début ». Le ciel d'Abuja était lourd d'une douceur grise le matin où Addis et le groupe de la conférence devaient faire leur visite culturelle. Un bus attendait près des portes de la maison d'hôte. En sortant, son carnet à portée de main, Addis ressentit un léger pincement au cœur, mi-nervosité, mi-émerveillement. Elle n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente.
Des pensées de chez elle s'insinuaient entre ses rêves. La résilience tranquille d'Iféanie, le rire chaleureux de Mama Ifema, et même la voix aiguë de sa belle-mère, qui résonnait comme une vieille blessure qui tente encore de se refermer. Mais lorsqu'elle se réveilla et se souvint de la façon dont Shima l'avait écoutée la veille, elle sentit que, peut-être, elle commençait à se sentir à sa place. Elle monta dans le bus et trouva un siège libre près de la fenêtre. Alors que le moteur grondait, Shima apparut, se glissant sur le siège à côté d'elle, comme s'il avait toujours su qu'il lui était destiné. « Tu dors bien ?» demanda-t-il. « D'une manière ou d'une autre, » répondit-elle à voix basse. Ils traversèrent les rues sinueuses de la ville, passant devant des rangées de boutiques, des murs aux couleurs vives, des femmes portant des paniers en équilibre sur leur tête et des petits garçons courant après des pneus dans les flaques d'eau. La ville était animée et bruyante, et pourtant, dans le bus, tout le monde était silencieux, chacun plongé dans ses pensées. Leur premier arrêt fut un petit centre d'art local, niché entre de vieux bâtiments coloniaux. Ce n'était pas grandiose, mais c'était riche d'âme. Des sculptures taillées dans du métal usagé les accueillirent à l'entrée, déformées en silhouettes qui semblaient chanter, crier ou danser, selon l'endroit où l'on se trouvait. À l'intérieur, la guide, une femme nommée Ézin, aux yeux brûlants de vérité, commença à parler d'une voix qui captivait la salle. Ces œuvres ont été réalisées par des survivants, dit-elle en désignant une sculpture représentant une femme aux bras enchaînés. Des gens qui ont transformé leur douleur en pouvoir. Des gens qui ont décidé de ne pas rester brisés. Addis se tenait immobile devant une jeune fille sculptée dans du bois brut, la poitrine fendue par des fleurs qui s'épanouissaient. Quelque chose l'attirait si profondément qu'elle oubliait la présence des autres. Vous voyez celle-là? La voix des uns flottait à ses côtés. L'artiste disait que sa douleur était devenue son terreau. Et de ce sol, elle a grandi. Addis hocha la tête, déglutissant difficilement. Plus tard, alors que le groupe se divisait en petites équipes pour les devoirs d'écriture, Shima suggéra qu'ils se promènent dans les jardins voisins. Ils trouvèrent un banc à l'ombre et s'assirent, leurs cahiers ouverts entre eux. « Tu te demandes parfois, » dit Shima au bout d'un moment, « si certaines personnes ne sont pas nées pour porter des choses plus lourdes. » Addis leva les yeux et croisa son regard. « Je pensais ça avant, » dit-elle. « Je pensais que j'étais peut-être maudite. Comme si j'avais fait quelque chose de mal avant de naître. » Shima hocha lentement la tête. « J'y croyais aussi. Jusqu'à ce que je réalise que nous ne sommes peut-être pas maudits. Peut-être sommes-nous simplement forgés différemment. » Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Addis murmura. « Quand j'étais plus jeune, je pensais que si je souriais suffisamment, ma belle-mère arrêterait de me faire du mal. J'essayais d'être invisible dans la maison. Mais la douleur se moque de votre silence. Qui m'en parla pas ?» Il laissa simplement ces mots flotter entre eux, comme un fil fragile qu'ils tenaient tous les deux. « Tu n'es plus invisible, » dit-il finalement. Ils rejoignirent le groupe et rejoignirent les autres pour une table ronde animée par plusieurs femmes écrivaines. Une romancière, Ijoma Nwok, se leva et partagea une partie de son histoire qui semblait avoir été écrite dans le cœur d'Addis. « J'avais 13 ans quand j'ai arrêté de parler, » a déclaré Ijoma. « Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que personne ne voulait m'entendre. Alors j'ai écrit. Et quand j'ai enfin publié mon premier livre, ma voix a rempli des espaces où je n'aurais jamais pensé mettre les pieds. » Addis a griffonné la citation et l'a soulignée 3 fois. Ce soir-là, après le dîner, la conférence a organisé un cercle de contes. Les lumières étaient tamisées et une seule lanterne vacillait au centre. Chacun pouvait venir partager quelque chose, fait ou fiction, vérité ou anecdote. Addis hésita. Elle regardait les autres parler. Une fille racontait une histoire sur la guerre de son grand-père. Un autre garçon a raconté avoir fui une ville après une émeute. Certains ont pleuré. D'autres ont ri. Tous furent entendus. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se levait. Elle n'avait pas de script. Elle ne savait pas quoi dire. Elle entra dans le cercle, le cœur battant si fort qu'elle crut que cela la réduirait au silence. Mais ce ne fut pas le cas. « Je m'appelle Addis, » commença-t-elle. « J'habitais une maison où le silence était de mise, où les bleus étaient enveloppés de murmures. Là où mon rire me semblait un péché. Je pensais que c'était tout ce que je connaîtrais jamais. Mais ensuite, je suis parti. Et maintenant, j'apprends que ma voix n'est pas une arme contre moi. C'est une lumière.
Elle ne brille pas toujours de manière stable. Mais c'est à moi. Personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. Le silence était pesant et sacré. Elle se rassit et, pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit pas petite. Elle se sentit vue. Tandis que la lanterne vacillait et que le cercle continuait, Addis s'adossa à l'herbe fraîche et leva les yeux vers les étoiles qu'elle distinguait à peine à travers la brume de la ville. Elles étaient là, même si elles étaient faibles. Exactement comme elle. Et elle ne se contentait plus de survivre. Elle commençait à vivre. Le lendemain, à Abuja, commença une pluie qui ne rugissait pas, ne s'abattait pas, mais tombait simplement, silencieuse, régulière et assurée. Il frappait doucement aux vitres de la maison d'hôte où Addis avait à peine dormi. Son oreiller était encore chaud, imprégné de la chaleur des rêves qui persistaient comme des murmures. Le cercle de contes de la veille avait éveillé quelque chose en elle. Quelque chose de profond. Quelque chose de douloureux, mais pur. Sa voix avait flotté dans l'air et y était restée. Pas enterrée. Pas niée. Pas effacée. Lorsque le groupe s'est réuni pour la séance du matin, elle avait déjà rempli 5 nouvelles pages de son cahier. Ils ont été répartis en petits groupes pour un défi d'écriture collaborative. L'objectif était d'écrire et de jouer une pièce de théâtre sur l'identité, ancrée dans la vérité personnelle. Le groupe dont la pièce était la plus percutante serait présenté sur la scène principale lors de la clôture de la conférence. Le groupe d'Addis était composé de 5 personnes. Elle-même, Shima, une jeune fille à la voix acerbe nommée Obianuju, un garçon calme et maussade nommé Esh, et une jeune femme confiante nommée Tonia, qui écrivait des poèmes slamés comme du feu enveloppé de soie. Au début, personne ne parlait. Ils étaient assis dans un coin de la pièce, la pluie ruisselant sur les fenêtres, leurs cahiers posés comme des cadeaux non ouverts. Tonia rompit le silence. « Qu'est-ce qui te fait le plus peur chez toi » demanda-t-elle d'une voix calme, les doigts tapotant un crayon contre sa cuisse. Esh haussa les épaules. « Que les gens pensent que je suis en colère juste parce que je suis silencieuse. » Obianuju renifla. « Essaie d'être une fille qui parle trop. Tout le monde pense que tu es impoli. » Shima se pencha en avant. « J'ai peur que mon père ne me voie jamais comme un vrai homme si je continue à écrire. » Puis, lentement, tous les regards se tournèrent vers Addis. Elle n'hésita pas. « J'ai peur que si jamais je rentre chez moi, j'oublie de respirer. » La salle retint son souffle. Obianuju hocha la tête. « Alors c'est de ça qu'on parle. Pas seulement la peur, mais ce que nous sommes à travers la peur. » Ils commencèrent à rédiger, réécrire, effacer. Les voix s'entrechoquèrent. Les mots ont coulé. À un moment, Esh est parti en trombe et est revenu 1 heure plus tard. Le sweat à capuche trempée et un monologue qui a stupéfié tout le monde. Morceau par morceau, l'histoire s'est tissée autour d'un récit de survie, de résistance, d'identité et d'espoir. La partie d'Addis arrivait vers la fin. Elle était crue. Elle n'écrivait pas comme une fille issue d'un foyer brisé, mais comme quelqu'un qui refusait de rester brisé. Le soir, ils avaient un texte. Mais l'exécuter représentait une autre épreuve. Ils s'entraînèrent dehors, sous un manguier près du mur du jardin, chacun à son tour, avec son texte et son rythme. La pluie avait cessé, mais le sol était doux sous leurs pieds, comme dans un souvenir. La voix de Shima tremblait à sa première tentative. Plus fort, Tonia dit doucement. « Tu ne m'en dis pas pour être entendu. Tu le mérites. » Obianuju oublia sa réplique à 2 reprises. Esh marmonna sa réplique une fois, puis la prononça brusquement la fois suivante, comme si la foudre lui avait frappé la poitrine. Et Addis, elle, faillit ne pas parler. Elle faillit s'asseoir et laisser les autres porter ses lignes. Mais quand son tour arriva, voyant Shima lui faire un signe de tête comme si elle partageait le même poids, elle s'avança. Elle avait dit ces mots comme si c'était la vérité, comme si c'était son sang qui coulait dans ses veines. Et quand elle eut fini, personne ne la corrigea. Personne ne rectifia quoi que ce soit. Sa paix était intacte. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas beaucoup. Non pas par nervosité, mais parce qu'ils n'arrêtaient pas de parler. Addis et Shima étaient assis sur le toit. Le ciel au-dessus d'Abuja était plus clair qu'avant, de petites étoiles apparaissant timidement entre les nuages. « As-tu déjà pensé à ce que tu feras après ça » demanda-t-il. Elle resta silencieuse un instant. « Je veux construire quelque chose. Pas une maison ni rien de ce genre.
Je veux construire une vie qui ne soit pas empruntée. Une vie où je n'ouvre rien. Shima fouilla dans sa poche et en sortit une minuscule tortue en bois sculpté. Ma mère me l'a donnée le jour où j'ai quitté Inugu. Elle a dit que ça rappelle qu'avancer lentement n'est pas synonyme de se perdre. Elle le retourna dans sa main. Peut-être que je suis la tortue. Alors continue à marcher, dit-il. Même si c'est lent. Le lendemain matin, tous les groupes se sont réunis dans l'auditorium de la conférence, un espace petit mais bondé, avec des rangées de chaises pliantes et une scène basse. Un par un, les groupes ont joué. Certains étaient drôles. D'autres étaient lourds. Mais lorsque le groupe d'Adiz arriva, la pièce se tut. Leur peine acquit dans le silence. Puis, un par un, ils s'avancèrent et parlèrent. Chaque mot résonna comme un battement de tambour. La foule se pencha. Quand vint le moment de jouer Adiz, elle s'avança jusqu'au bord de la scène. Avant, je vivais derrière des portes qui ne s'ouvraient qu'au cri. Mes pieds savaient courir avant de savoir se tenir debout. Mon nom était un secret que je gardais précieusement, car si le criait trop fort, il recevait des gifles. Mais je ne me cache plus. Je m'appelle Adiz. Je ne suis pas ce qu'ils m'ont fait. Je suis ce à quoi j'ai survécu. Et je ne murmurerai plus pour réconforter qui que ce soit. Les applaudissements n'ont pas été immédiats. Après qu'elle eut terminé, le silence régna quelques secondes. Puis quelqu'un se leva. Puis un autre. Puis toute la salle s'est effondrée. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont joué parfaitement. Ils ont gagné parce que chaque personne présente dans la salle a senti quelque chose monter en elle et a refusé de se rasseoir. Plus tard, lorsque la foule s'est dissipée et que les lumières se sont tamisées, une femme s'est approchée d'Adiz. Elle était d'âge mûr, portait des vêtements simples et avait un regard qui avait vu à la fois la ruine et la renaissance. « J'ai vu ma propre fille en toi, » dit la femme. Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru qu'elle allait peut-être bien. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Adiz sortit son journal. Elle écrivait, je parlais, et le monde ne s'effondrait pas. Il écoutait. Elle referma doucement le livre et murmura une fois de plus son nom dans le silence. Non pas par peur, mais par pouvoir. Adiz. La couronne. La fille qui ne se tairait plus jamais. Les jours qui suivirent la représentation furent différents. Adiz traversait le site de la conférence comme si elle avait pris son propre nom. Des personnes à qui elle n'avait jamais parlé la saluaient maintenant, certaines avec des mots, d'autres avec un hochement de tête discret qui signifiait bien plus. Pour la première fois, elle avait l'impression de ne pas simplement passer par la vie, mais d'être véritablement vue. Mais malgré le poids nouveau que son nom portait, quelque chose en elle était perturbé. Un changement. Le genre de changement qui ne vient pas du danger, mais de l'éveil. Comme si une porte s'était ouverte en elle, et qu'elle ne pouvait désormais plus ignorer ce qui se trouvait de l'autre côté. C'était un mercredi matin, les nuages étaient bas mais lumineux au-dessus d'Abuja, lorsqu'elle était assise avec Shima sur le trottoir, près du vieux mur de pierre derrière le centre. Il dessinait quelque chose dans son carnet, des lignes se tissant pour former la forme d'un oiseau. « Je crois que j'ai encore peur, » dit-elle doucement. Shima ne leva pas les yeux. Pourquoi ? Parce que le monde commence à s'élargir. Et je ne sais pas si je suis prêt à traverser ça. Il a finalement levé la tête. C'est normal d'avoir peur. Cela signifie que vous ne dormez plus. Ils sont restés assis en silence jusqu'à ce que les autres les rejoignent. Les jours suivants ont été consacrés à des ateliers pratiques, au montage de films, à la structuration narrative et à des tables rondes sur l'édition. Ils n'étaient pas glamour, mais ils étaient réels. Et Adiz s'est retrouvée à s'accrocher aux aspects pratiques. Pour chaque page de traumatisme qu'elle écrivait, elle avait besoin d'une structure pour la soutenir. Quelque chose de concret. Un chemin. Un après-midi, lors d'une séance sur la narration visuelle, ils ont été chargés de créer un court documentaire numérique. Adiz a fait équipe avec Shima et Obi Anuju. Elles ont choisi de raconter l'histoire de ces filles invisibles, un portrait de la force du silence, inspiré par des voix souvent ignorées. Elles ont interviewé des femmes du centre, un agent de sécurité ancien enseignant, une cuisinière qui a élevé seuls 5 enfants et une adolescente nommée Ekora, qui avait fui un mariage forcé dans son village. Les yeux de Zekora étaient remplis de tempête. Elle parlait lentement, comme si sa bouche ne faisait toujours pas confiance au monde. « Je suis arrivée ici sans rien, dit-elle. Même pas de chaussures.
Mais ils m'ont donné un stylo. Maintenant, j'écris mon nom tous les matins. Et je ne me sens plus invisible. Ce soir-là, Addis était assise devant son ordinateur portable, entrelaçant les interviews avec de vieux clips vidéo et la musique qu'Obi Anuju avait composée à partir des beats de son frère. Ce n'était pas parfait, mais ça vibrait d'une énergie brute et authentique. Ils ont projeté le documentaire sur un projecteur à l'extérieur de la salle principale. Tandis que l'écran clignotait sous le ciel qui s'assombrissait, la foule restait silencieuse, les visages éclairés par la lumière changeante. Lorsque le segment de Zecora est arrivé et qu'elle a dit « Maintenant, j'écris mon nom », un silence si profond s'est abattu sur la foule qu'on aurait presque pu entendre les cœurs se serrer. À la fin, personne n'a applaudi immédiatement. Le silence n'était pas gênant, il était profond. De celui qui exprime les émotions des gens. Ensuite, Zecora s'est levée seule. Et pour la première fois, elle a parlé devant tout le monde. « Je m'appelle Zecora. Je ne suis pas l'épouse qu'il voulait que je sois. Je ne suis pas la fille qui s'est enfuie. Je suis celle qui s'est inscrite dans une nouvelle histoire. » Les mains d'Addis tremblaient, non pas de peur, mais sous l'effet de l'électricité générée par la transformation. Plus tard dans la soirée, Tonya prit Addis à part. « Ce que tu as fait pour Zecora, dit-elle, ce n'était pas qu'une vidéo. C'était la résurrection. » Addis sourit, ne sachant que dire. Alors elle dit la seule chose en laquelle elle croyait vraiment à ce moment-là. Elle s'est ressuscitée. Nous avons simplement braqué la caméra. Alors que la conférence touchait à sa fin, une tension s'est emparée de l'air, pas désagréable, mais celle qui annonce la fin de quelque chose, et c'était important. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Addis s'assit en tailleur sur le lit et prit une décision. Elle allait rentrer chez elle. Pas rester. Non pas pour se contenter de ses convictions, mais pour tenir bon. Elle devait affronter Maman Kessie. Non pas pour prouver quoi que ce soit. Non pas pour faire la paix. Juste pour se prouver qu'elle en était capable. Le lendemain matin, après le dernier discours d'ouverture, un brillant éditeur d'Onitsha qui avait affirmé que la vérité était la seule chose qui vaille la peine d'être écrite. Addis retrouva Shima sous l'acacia. « Je reviens, dit-elle. » Il la regarda longuement. « Tu es sûr ?»« Non, dit-elle. Mais je suis prête. » Il fouilla dans son sac et lui tendit à nouveau la sculpture de tortue. « Je veux que tu le gardes, dit-il. Marche lentement, mais ne t'arrête jamais. » Elle le prit doucement, le bois lisse et chaud sous sa main. « Je reviendrai, dit-elle, quand je serai prête. » Il hocha la tête. « Je serai là. » Ils s'étreignirent, rien de trop fort, rien de trop doux. Un au revoir parfait. 2 jours plus tard, Addis montait dans un bus. Ce n'était pas luxueux. Il faisait chaud, il y avait de l'étroit, et les fenêtres n'étaient ouvertes qu'à moitié. Mais c'était la route de Nsuka, et c'était là qu'elle devait aller. Tandis que le bus traversait ville et champs, passant devant des panneaux rouillés et des caves à bananes au bord de la route, Addis regardait par la fenêtre, son journal serré sur ses genoux. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Peut-être que Maman Ketchi hurlerait. Peut-être qu'Ifini pleurerait. Peut-être que tout lui paraîtrait plus petit que dans ses souvenirs. Mais elle ne reviendrait pas comme la même fille qu'elle était partie. Elle n'avait plus peur de la maison. Elle avait son nom. Elle avait sa voix. Et maintenant, elle avait son histoire. La route de Nsuka était sinueuse et familière. Les arbres se penchaient paresseusement vers le ciel, les maisons se tenaient immobiles, observant le temps, et le sol respirait le souvenir de tout ce qu'Addis avait été. Le bus s'arrêta à l'ancienne gare, près du marché central, un lieu qui n'avait pas changé, même légèrement. Les femmes criaient encore les prix derrière des paniers de gari et de bitterleaf. Les garçons couraient toujours d'un étal à l'autre, tenant des miches de pain sur la tête et criant doucement. Addis descendit du bus en silence, la chaleur lui serrant la peau et la bandoulière de son sac enfoncée dans son épaule, mais elle s'en fichait. Elle traversa la foule comme un murmure du passé revenant reprendre sa place. Elle ne rentra pas directement chez elle. Elle marcha plutôt, par des sentiers étroits, passant devant le manguier où elle se cachait quand les cris de Maman Ketch devenaient trop forts. Elle passa devant l'ancien atelier de mécanique de Sheikh, désormais fermé avec des clés rouillées accrochées au loquet. Elle passa devant la petite église avec sa croix penchée, où elle s'assit autrefois sur le banc du fond et supplia le ciel de l'emmener.
Elle marcha jusqu'à ce que ses pas la ramènent à la maison. Elle paraissait plus petite. Le toit en zinc était rapiécé. La peinture du mur de façade s'était écaillée par endroits, et la porte, cette même vieille porte en bois, grinçait toujours comme avant. Pendant longtemps, elle ne frappa pas. Elle resta plantée là, le cœur battant, se souvenant de chaque soir où elle se tenait à cet endroit précis, espérant que la voix de Maman Ketch ne s'élèverait pas, espérant qu'Ifini n'avait pas renversé d'eau, cassé une assiette ou égaré sa chaussure. Mais elle ne broncha pas. Elle frappa. Une fois. 2 fois. Silence. Puis le loquet tourna. La porte s'ouvrit et Maman Ketch resta là, plus petite qu'elle ne s'en souvenait, enveloppée dans son pagne délavé, les yeux plissés. Il n'y eut ni halètement ni sourire. Pas de répit. Juste une pause. Et puis, tu te souviens enfin que tu as une maison. Addise ne broncha pas. Je suis venu voir Ifini. Maman Ketch serra les dents, mais elle ouvrit la porte plus grand. Il n'est pas là. Addise est quand même intervenue. L'air était lourd à l'intérieur. Pas seulement brûlante, mais chargée d'une vieille colère, comme si elle s'était incrustée dans les murs. Tu n'as même pas écrit, dit Maman Ketch en fermant la porte derrière elle. Tu crois que cet endroit est un hôtel? Je ne suis pas venu pour toi, répondit Addise d'une voix calme. Ils se fixèrent du regard. Un face-à-face. Puis le silence se brisa. Où est-il? Demanda Addise. Il est allé au village chez ton oncle. Tu as abandonné le garçon, et maintenant tu le réclames? Addise passa devant elle et entra dans le salon. Rien n'avait changé. Le même canapé affaissé. La même horloge murale, toujours bloquée à 4h17. Le calendrier indiquait toujours l'année dernière. Tu es toujours en colère, dit-elle. Maman Ketch croisa les bras. Et tu es toujours fière. Addise se retourna. Non, je n'ai plus peur de toi. Un silence. Tu crois que je n'ai pas souffert en t'élevant? Demanda Maman Ketch, la voix aigre. Tu crois que j'aimais crier tous les jours? Tu étais une fille têtue. Toujours à rêver, toujours à me cacher derrière des livres et à écrire des bêtises. J'étais un enfant, dit Addise. Je voulais juste la paix. Tu voulais la paix. Sa voix s'éleva. Et moi? M'as-tu jamais demandé ce que je voulais? J'ai dû élever seul les enfants d'une autre femme. Je n'avais aucune aide, aucune paix intérieure. Addise ne criait pas. Elle s'asseyait sur le canapé. Lentement. Comme si on posait une tasse pleine sur une table branlante. Je comprends maintenant, dit-elle. Maman Ketch ricana. Tu ne comprends rien. Moi, si. Détadèse. Je comprends que tu te noyais et que personne ne t'ait appris à nager. Mais tu m'as appris à le faire avec tes poings. Avec des mots qui m'ont blessé. Avec un silence qui la blessait. Sa voix tremblait, mais pas ses yeux. Tu n'étais pas obligé de nous faire du mal juste parce que le monde t'a fait du mal en premier. Le visage de Maman Ketch se creusa, une petite ride. Le genre de ride que l'on ne voit qu'en regardant de près. Tu crois que je voulais être ce genre de femme? Demanda-t-elle d'une voix plus douce, mais pas douce. Addise se leva. Je ne sais pas ce que tu voulais. Mais je sais qui je suis devenue grâce à ça. Elle fouilla dans son sac et en sortit une photo. C'était celle d'elle et d'Ifini au stage de compte. Il souriait, plus radieux que tous les souvenirs de lui dans cette maison. Je l'emmène avec moi, dit-elle. Les yeux de Maman Ketch se plissèrent à nouveau. Non, tu ne l'emmènes pas. Je ne te le demande pas, dit Addise en s'avançant. Je te le dis. Il mérite une chance. Tu m'as fait souffrir, j'en ai fait des histoires. Mais Ifini, il pense toujours être le problème. Et il ne l'est pas. Tu te crois forte maintenant, cracha sa belle-mère. Je suis forte maintenant. Les mots lui parvinrent. Plat. Final. Le lendemain matin, Addise monta dans un autre bus. Cette fois, direction le village. Le trajet fut plus long, serpentant à travers des routes étroites bordées de champs de manioc et de maïs. À son arrivée, l'air lui semblait plus ancien. Le genre d'air qui porte les murmures des arbres. Ifini était devant la maison, aspirant la poussière avec un bâton. Il leva les yeux lorsqu'elle descendit de moto, et il resta bouche bée. Addise, elle sourit. Pour la première fois depuis des années, son sourire ne se brisa pas.
Je suis venu te chercher, dit-elle. Mais je croyais que tu étais parti. Pour de bon. Je suis parti, dit-elle, pour devenir quelqu'un qui pourrait revenir. Il se releva lentement, tenant toujours le bâton, comme s'il n'était pas sûr que ce moment fût réel. Elle ouvrit les bras. Il les rencontra. Pas de larmes. Juste une étreinte serrée, haletante. Ils passèrent la journée à parcourir le village. Addise lui parla du camp, des histoires. À propos de ces gens dont la voix était aussi forte que son rire et aussi douce que ses dessins dans la poussière. Tu sais écrire aussi, dit-elle. Je ne suis pas comme toi. Tu n'as pas à l'être, dit-elle. Tu dois juste être toi-même. Le soir, ils rangèrent ses quelques affaires dans son petit sac de voyage. Il n'a pas posé de questions sur Maman Ketchi. Et Addise n'a pas menti. Il devrait affronter ce pont un jour. Mais pas aujourd'hui. Alors que le soleil disparaissait derrière les basses collines, Addise et Ifini étaient assis sur le banc dehors, regardant la route s'étendre devant eux. « Tu as peur » demanda-t-il. « Oui, dit-elle. Moi aussi. Mais on continue, sourit-elle. Pourquoi ? Parce que maintenant on sait comment. Et sur ce, ils reprirent la route ensemble. Sans courir. Ils ne se cachent pas. Ils avancent. Ils arrivent à Inugu juste après le coucher du soleil. Le bus s'arrêta péniblement au terminal, l'air lourd de cette lourdeur de fin de voyage, mi-épuisement, mi-adrénaline. Addise tendit la main et serra celle d'Ifini avant de descendre. Il était plus grand maintenant, et même un peu plus lourd depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Mais ses yeux, ses grands yeux vifs, étaient toujours les mêmes. Curieux. Toujours en quête. Elle avait réservé un hébergement temporaire dans une auberge près du campus universitaire. Pas parfaite, mais sûre et suffisamment proche de l'endroit où elle faisait du bénévolat à la petite bibliothèque communautaire. Ce soir-là, elles étaient assises côte à côte sur le lit de l'auberge, partageant du suya enveloppé dans de vieux journaux et discutant à voix basse. Ifini était inhabituellement silencieuse. « La maison te manque » demanda-t-elle. Il secoua la tête. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il la regarda. Et si je n'étais pas à ma place ? Et si je n'étais pas assez intelligent ? Tout le monde là-bas, dans ce camp, savait quoi dire. Moi, je dessine et je me tais. Addise s'adossa au mur. Je ne savais pas quoi dire non plus. J'écrivais simplement ce que je ressentais. Et devine quoi ? Ça suffisait. Mais je ne suis pas toi. Elle sourit. Et c'est ça ton super pouvoir. Il la fixa un instant, puis baissa la voix. Penses-tu encore à Maman Ketchi ? La question résonna doucement entre eux. Parfois, dit Addise avec sincérité. Pas parce qu'elle me manque, mais parce qu'elle fait partie de moi, que je le veuille ou non. Il resta silencieux, traçant du doigt un pli du journal. Je veux l'oublier, murmura-t-il. Addise secoua doucement la tête. Ne fais pas ça. Souviens-toi d'elle comme il faut. Pas la version qu'elle vous forçait à craindre, mais celle qui vous rendait plus fort. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, mais avec de nouvelles routines. Les matinées étaient consacrées à la bibliothèque. Addise travaillait à l'accueil, rangeant les livres, notant les emprunts dans un vieux registre et aidant parfois les enfants à lire. Ifini l'accompagnait. Au début, il restait assis à observer. Puis, petit à petit, il se remit à dessiner. Il trouvait un coin tranquille, sortait son carnet usé et dessinait les gens qui entraient, la femme qui portait toujours un foulard coloré, l'homme à la jambe molle et au rire profond, la fille qui ne parlait jamais mais lisait chaque livre 2 fois. Un après-midi, Addise revint après avoir rangé une pile de livres et trouva Ifini, plongé dans une profonde concentration, en train de dessiner la bibliothécaire, Madame Agatha, somnolent à son bureau. Il leva les yeux lorsqu'Addise se pencha vers lui. « Je dessine une BD, » dit-il. À propos d'une bibliothécaire endormie qui lit secrètement les rêves. Elle sourit. « C'est bien. Écriras-tu les mots ? Seulement si tu me laisses être le méchant. » Il rit. Ce genre de rire qui lui sembla s'enrouler au coin des yeux. Les semaines passèrent. Ils s'installèrent dans une sorte de paix. Pas parfaite, mais stable. Le soir, ils cuisinaient ensemble. Addise fredonnait de vieilles chansons de son enfance, et Ifini faisait des grimaces dans son dos quand elle ratait des notes. Un week-end,
Elle reçut une invitation de Tonia. Une vitrine de conte. De retour au centre. Addise n'avait pas prévu de revenir si tôt. Mais quelque chose en elle lui dit oui avant même que sa bouche puisse prononcer le mot. Elle voulait qu'Iphigénie vienne. Il hésita. « Mais je ne suis pas allé au camp. »« Tu n'étais pas obligé d'y aller, » dit-elle. « Tu fais toujours partie de l'histoire. » Le soir de la présentation, le centre était plus lumineux que dans ses souvenirs. Des guirlandes lumineuses tamisées entouraient la cour. La musique était entraînante, douce et nostalgique. De vieux visages l'accueillirent, Shima, Obi Anuju, et même Madame Béatrice du bureau administratif. Tonia la serra fort dans ses bras. « Je savais que tu viendrais. » Elle baissa les yeux vers Iphigénie. « Et qui est ce jeune homme ?»« C'est mon frère, » dit Addise avec une fierté discrète. « C'est l'artiste, » dit Tonia. « J'ai entendu parler de lui. » Iphigénie cligna des yeux. « Tu l'as fait. »« Les belles histoires voyagent, » répondit Tonia avec un clin d'œil. La soirée s'ouvrit sur de la poésie. Et puis des histoires. Certaines drôles, d'autres déchirantes. Un garçon a lu le récit de la mort de son frère, victime de brutalité policière. Une autre fille a partagé une lettre à sa mère, qui n'a jamais appris à lire. Quand le tour d'Addise est arrivé, elle s'est arrêtée devant le MIC et a jeté un coup d'œil à Iphigénie, qui lui a adressé un petit signe de tête depuis le dernier rang. Elle ne lisait pas de texte. Elle parlait, tout simplement. « Quand j'étais petite, » commença-t-elle, « j'écrivais dans ma tête. Parce que je n'avais pas le droit de dire ce que je ressentais vraiment. Mais les mots sont têtus. Ils trouvent toujours un moyen de sortir. À travers des journaux intimes. À travers des poèmes. À travers des histoires que vous vous racontez pour survivre. » Elle marqua une pause. « J'ai quitté la maison en me croyant brisée. À mon retour, j'ai découvert que j'avais été simplement enterré. » Un autre silence. Et parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une personne qui nous dit, gentiment, qu'on n'est pas obligé de rester enterré. Elle regarda de nouveau Iphigénie. Et parfois, on devient cette personne pour quelqu'un d'autre. La salle était silencieuse. À l'écoute. « Je suis encore en train de guérir, » dit-elle. « Je n'ai pas encore de fin définitive. Mais peut-être que ça va. Peut-être que les histoires ne finissent pas, elles se transmettent simplement. » Lorsqu'elle descendit, Iphigénie l'attendait déjà. Il lui tendit son carnet. « J'ai dessiné quelque chose pendant que tu parlais. » C'était un dessin d'elle. Mais pas l'Addise d'avant. Celle-ci se tenait haute, les pages volant de ses mains comme des oiseaux. Il avait écrit un mot en dessous, « Phénix ». Son sourire était si large que ça lui faisait mal. Ce soir-là, de retour dans leur petite chambre d'auberge, Iphigénie lui posa une question. « Crois-tu que les gens comme nous puissent enfin être libres ?» Elle se tourna lentement vers lui. « Je ne sais pas. Mais je pense qu'on se rapproche à chaque fois qu'on choisit de ne pas se cacher. » Il hocha la tête. « Demain, je veux commencer à dessiner dehors. Dans le parc. Là où tout le monde peut me voir. » Addise hocha la tête. « Alors, nous irons ensemble. » Et ils s'endormirent, non pas avec toutes les réponses, mais avec la paix de ceux qui marchent enfin vers la lumière. Le soleil se levait à peine lorsqu'Addise et Iphigénie sortirent de leur petite chambre. La ville retenait encore son souffle paisible, les rues doucement éclairées par la lueur orangée des lampadaires s'estompant dans l'aube. L'air sentait légèrement la fumée et le pain frais, et quelques lèvetots passaient en hâte, sac à la main, échangeant des salutations. Addise portait soigneusement le carnet de croquis d'Iphigénie sous son bras, comme si c'était l'objet le plus précieux qu'elle ait jamais eu entre les mains. Elles marchèrent lentement vers le parc près de l'université, où les arbres se penchaient sur des bancs fissurés et où des fleurs sauvages perçaient le béton. Le parc était presque vide, à l'exception de quelques joggeurs et d'un vieil homme nourrissant des pigeons près de la fontaine. Iphigénie trouva un endroit sous un grand arbre, dont les feuilles flottaient légèrement dans la brise matinale, et s'installa. Il ouvrit son carnet de croquis, les doigts légèrement tremblants. « Je ne sais pas si j'y arriverai, » dit-il doucement. Addise s'accroupit à côté de lui. « Tu te souviens quand tu as dit que tu n'étais pas comme moi ?» Il hocha la tête, les yeux rivés sur la page blanche. « Eh bien, tu n'es pas obligé d'être comme moi. Il suffit d'avoir le courage de se lancer. » Il prit une grande inspiration et commença à dessiner. Au début, les lignes étaient incertaines,
hésitante comme les premiers pas d'un enfant. Mais peu à peu, des formes apparurent. Une femme lisant sous l'arbre, un chien courant après une balle, un petit garçon observant les pigeons. À chaque coup, Ifini prenait confiance en lui. Addis observait avec un mélange d'admiration et de fierté. Les heures passèrent. Le soleil montait, réchauffant leur peau. Les gens commencèrent à se rassembler, curieux de voir le garçon dessiner avec tant d'intensité. Une femme avec un bébé s'arrêta pour sourire au croquis. « C'est magnifique », dit-elle doucement. Ifini leva les yeux, les joues rouges. Addis sourit à ses compliments. Un vieil homme s'approcha en traînant les pieds et en ajustant sa casquette. « Tu as du talent, mon garçon », dit-il d'un ton bourru. « Continue comme ça. » Pour la première fois, Ifini ne recula pas. Il remercia l'homme d'une voix assurée. Alors que la foule grandissait, Addis comprit quelque chose. Ce n'était pas seulement une séance de dessin. C'était un pont. Entre Ifini et le monde. Entre peur et espoir. Plus tard, assise sur un banc, tandis que l'ombre s'allongeait, Addis sortit un carnet. Elle commença à écrire, capturant en mots cette journée, la lumière chaleureuse, les visages, le courage tranquille. Si on lui avait dit des années plus tôt qu'elle trouverait la joie ici, elle aurait peut-être ri. Mais maintenant, elle comprenait. La guérison n'était pas un chemin linéaire. Elle était faite de moments comme ceux-ci, simples, brefs, mais suffisants. Le soir venu, Ifini rangea ses affaires. « On peut recommencer demain ?» demanda-t-il. « Tous les jours, si tu veux. » Il la regarda avec une sorte de sourire. « Je crois que c'est ce que je veux. » Ce soir-là, de retour à l'auberge, ils étaient assis côte à côte, en train de planifier. Ils parlaient d'exposition, de raconter des histoires en images, et peut-être d'ouvrir un jour une petite boutique pour leurs œuvres. Addis lui raconta les rencontres qu'elle avait faites au centre, comment ces histoires avaient changé sa vie. Ifini l'écouta, les yeux écarquillés d'émerveillement. Et lorsqu'elle lui parla de Maman Ketchi, des blessures jamais complètement cicatrisées, mais qui pouvaient être adoucies par le temps et la compréhension, il ne broncha pas. « Au lieu de cela, dit-il doucement, peut-être qu'un jour, je la dessinerai aussi. » Elle hocha la tête. « Peut-être qu'un jour, nous pourrons tous deux transformer notre passé en quelque chose de nouveau. » Dehors, la ville bourdonnait doucement, un battement régulier sous leurs rêves murmurés. Pour la première fois depuis longtemps, Addis sentit une douce chaleur s'installer dans sa poitrine. Ni tout à fait la paix, ni tout à fait la fin, mais un début. La lumière matinale traversait les fins rideaux de leur petite chambre, peignant tout d'un or doux. Addis se réveilla au chant des oiseaux par la fenêtre et au léger bourdonnement de la ville qui commençait à s'agiter. Elle resta immobile un instant, respirant le silence. La nuit avait été calme, presque promise. Ifini était déjà réveillé, assis à la petite table près de la fenêtre, son carnet ouvert et son crayon filant rapidement sur la page. Son front était froncé par la concentration, ses lèvres serrées, mais il y avait dans ses yeux une étincelle qu'Addis n'avait pas vue depuis longtemps. De l'espoir, peut-être. Ou quelque chose qui s'en rapproche. Elle s'assit et s'étira, le regardant sans l'interrompre. Il leva les yeux, croisa son regard et lui sourit d'un sourire sincère qui lui fit plisser les yeux. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour », répondit-elle en se levant pour préparer le thé. L'eau bouillait rapidement sur leur petit réchaud, un parfum de gingembre et de citronnelle emplissant la pièce. C'était désormais leur petit rituel, un souvenir stable. Tandis qu'ils sirotaient leur thé, Addis sortit son carnet. Elle était restée éveillée tard à écrire, capturant des bribes de leur voyage, les choses qu'ils disaient et voyaient, les moments de calme qui animaient leur journée. « Il nous faut un plan », dit-elle doucement en regardant Ifini. Il acquiesça. « Pourquoi ? » ?»« Pour tout. Pour ton art, pour l'école, pour elle hésita pour nous. » Il fixa son visage, le sérieux dans ses yeux. « Par où commencer ?» demanda-t-il, en avançant pas à pas. Elle fouilla dans son sac et en sortit un prospectus froissé. C'était pour un concours d'art local, avec un petit prix et la possibilité d'exposer ses œuvres à la galerie de la ville. Cela pourrait être votre premier pas. Les yeux d'Ifini s'illuminèrent. « Tu crois que j'en serais capable ?» Addis sourit. « Je sais que tu en es capable. » La journée s'écoula lentement, jalonnée de petites victoires et de luttes discrètes.
Addis aida Ifini à rassembler ses dessins, choisissant ceux qui racontaient le mieux son histoire, celle de l'enfance, de la peur, de la recherche de lumière dans les ténèbres. Ils travaillèrent ensemble, analysant chaque image, décidant des mots qui les accompagneraient, le cas échéant. Le soir venu, Addis invita Tonia dans leur chambre. La conteuse arriva avec sa chaleur habituelle, portant un panier de provisions et un carnet rempli de poèmes et de contes. « J'ai entendu dire que tu te préparais pour un concours, » dit Tonia, les yeux brillants. Ifini hocha la tête, les joues roses. « Je suis nerveuse. »« Tant mieux, » dit Tonia. « Être nerveuse, c'est se soucier de quelqu'un. Il signifie que vous êtes vivant. » Ils ont passé des heures à partager des histoires, à échanger des idées. Tonia a encouragé Ifini à ajouter une voix à ses dessins, peut-être de courtes légendes ou un poème. Addis lisait à voix haute dans son carnet, tissant leurs expériences en mots. Plus tard, après le départ de Tonia, Addis et Ifini s'assirent ensemble dans le noir, écoutant les bruits nocturnes de la ville. Le bourdonnement lointain de la circulation, les rires des voisins, l'aboiement occasionnel d'un chien. C'était imparfait, mais réel. « Tu crois que maman Ketchi a déjà ressenti ça ?» demanda Ifini. Addis resta silencieux un instant. Peut-être. Peut-être qu'elle a eu ses propres combats, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu tort de nous faire du mal. Il hocha la tête. Je commence à comprendre que pardonner ne signifie pas oublier. Non, cela signifie choisir la paix pour soi-même. Ils ont parlé tard dans la nuit, de douleur et de guérison, de rêves dont ils osaient à peine parler auparavant. Les semaines qui suivirent furent un véritable tourbillon. Ifini se consacra à son art, gagnant en audace à chaque coup de pinceau. Addis parvint à concilier bénévolat, écriture et soutien, ressentant le poids de la responsabilité, mais aussi un profond sentiment d'utilité. Lors du concours, leur nerf était à vif. La galerie était petite mais lumineuse, les murs tapissés de peintures, de photographies et de dessins. Les spectateurs se déplaçaient en silence, murmurant leur appréciation. Quand ce fut le tour d'Ifini, il s'avança, la voix posée, pour parler de son travail, de ses peurs, de ses espoirs, de son cheminement du silence à l'expression. Les juges acquiescèrent, impressionnés par l'honnêteté qui transparaissait dans les images. Quelques jours plus tard, une lettre arrivait. Ifini avait remporté une mention spéciale pour son art narratif et avait été invité à exposer davantage d'œuvres lors d'un festival culturel local. La joie inondait leur petite chambre comme la lumière du soleil à travers une fenêtre fissurée. Ce soir-là, Addis et Ifini étaient assis sur le toit, contemplant les lumières de la ville scintiller au loin. « Tu as fait un si long chemin, » dit Addis. Il la regarda, les yeux brillants. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Ils ont partagé un moment de calme, de ceux qui se passent de mots. « Je crois que ce n'est que le début, » dit doucement Addis. Ifini sourit. Le début de quoi? D'une nouvelle histoire. Et sous les étoiles, avec la ville bourdonnante en contrebas, ils croyaient tous deux que c'était vrai. Peu importe d'où l'on vient ou les ombres qui nous habitent, notre histoire compte. La guérison est un cheminement, pas une course. Continuez à avancer, petits pas en avant, chacun vous rapproche de la lumière que vous méritez. Croyez en votre force, gardez espoir et rappelez-vous que parfois, le plus courageux est de persévérer. Un nouveau départ vous attend. Bonjour à tous. Nous aimerions savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Laissez vos réponses dans les commentaires.